Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est éteint ce vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. Jugé responsable du déclin économique de son pays, il avait été chassé du pouvoir par un coup d'État en 2017, après 37 ans passés à la tête du Zimbabwe. En Guinée, le président Alpha Condé annonce des larges consultations portant notamment sur la Constitution. À l'approche du terme de son second mandat en octobre prochain, l'opposition le soupçonne de vouloir ainsi obtenir la possibilité d'en briguer un troisième. Et puis le plan d'austérité mis en place en Égypte serait-il un succès ou un échec? Les économistes affirment que le programme a profité aux investisseurs, tandis que de nombreux Égyptiens se sont en revanche appauvris. Robert Mugabe, alias Comrade Bob, l'ancien président du Zimbabwe, est décédé à Singapour où il était hospitalisé ce vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. Héros de l'indépendance du pays en 1980, il a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer jusqu'en 2017. Accusé de dérive autoritaire et de mauvaise gestion économique, après 37 ans de règne, Robert Mugabe a été contraint à la démission en novembre 2017 sous la pression de l'armée soutenue par son parti, la ZANU-PF. Solène Duplessis. Il était considéré comme l'un des pères de l'indépendance du Zimbabwe en 1980. L'ancien président Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. Il accéda à la présidence du pays en 1987 après avoir lutté contre le gouvernement de l'ancien chef d'État anglo-rhodésien Ian Smith. Robert Mugabe est ainsi devenu une figure de la lutte anticolonialiste, lutte qui lui a valu une certaine popularité auprès des Zimbabwéens et sur l'ensemble du continent africain. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe. Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix. Si au début de son règne, Robert Mugabe est loué pour sa politique de réconciliation nationale, il est très vite accusé de dérive autoritaire. Sa gouvernance est marquée par un effondrement économique qui ne cesse de s'aggraver, des suites notamment de l'adoption en 2000 de sa réforme agraire. Disons qu'il y a eu plusieurs Mugabe. Il y a eu le Mugabe de la lutte de libération nationale. Mais il y a aussi le Mugabe de la post-colonie. C'est le Mugabe autoritaire qui s'est efforcé de caporaliser sa société et qui a fini par déconstruire une très grande partie de ce qu'il aura contribué à bâtir lui-même. Robert Mugabe est contraint de démissionner en novembre 2017 suite à un coup d'État de l'armée, mettant ainsi fin à 37 ans de règne. Il est remplacé par son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, laissant derrière lui un pays ravagé par une crise économique sans précédent. Alors que l'opposition l'accuse de vouloir modifier la Constitution en vue de briguer un troisième mandat en 2020, le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi 4 septembre le lancement prochain de larges consultations portant notamment sur la loi fondamentale de la République. Ces consultations devraient se faire avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé mercredi 4 septembre 2019 le début de la tenue de larges consultations sur tous les sujets qui préoccupent les populations, notamment la Constitution. Une déclaration qui arrive au moment où l'opposition lui attribue la volonté de vouloir imposer un changement constitutionnel afin de pouvoir briguer un troisième mandat en 2020. J'ai instruit le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana d'initier des consultations avec les institutions de la République, les partis politiques, les syndicats et les organisations de la société civile. Le président Condé, qui fut opposant historique avant d'être le premier président démocratiquement élu de la Guinée, avait récemment contesté la pertinence du nombre de mandats, dont certains pays en Afrique le limitent à 2. Toutefois, il n'a pas encore annoncé de modification de la Constitution qui devrait lui permettre de se présenter une nouvelle fois au prochain scrutin présidentiel. Ces consultations, c'est comme une espèce de prudence dont il s'arme encore. Ça traduit peut-être le manque de sérénité, le manque d'assurance qu'il a encore vis-à-vis de ce projet et qu'il voudrait peut-être se donner encore un peu plus de temps pour y voir clair, pour voir est-ce que quelque part une brèche pourrait s'ouvrir pour lui permettre d'y aller. Par ailleurs, le président guinéen a prôné la tenue des élections législatives d'ici fin 2019, initialement prévues en septembre et octobre 2018, mais reportées sine die.
En rappel, des manifestations contre un troisième mandat du président Condé ont été organisées par des membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Celles-ci ont été émaillées d'incidents et les manifestants ont été interpellés avant d'être relaxés par la justice entre avril et mai 2019. En Afrique du Sud, les réactions se multiplient depuis l'éruption d'une nouvelle vague de violences xénophobes qui ont débuté le 1er septembre dans le pays. Dans le gouvernement, majorité et opposition font front commun face à ce fléau. Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, a fermement condamné ces attaques. L'opposant sud-africain, pour qui l'unité africaine est essentielle. Ibayako. Les nouvelles attaques à caractère xénophobe en Afrique du Sud du dimanche 1er septembre ont fait réagir plusieurs hommes politiques. La préoccupation est grande face à l'insécurité dans laquelle se trouvent les Nigérians et les Mozambicains dans le pays. Julius Malema, un homme politique issu du Parti des combattants pour la liberté économique, s'est exprimé sur ce fléau de xénophobie. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaires, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules. 5 personnes auraient déjà perdu la vie à cause de cette nouvelle poussée de violence. Ça a toujours été un peu le cas en Afrique du Sud. C'est des gens qui ont tellement souffert que ils ne se rendent pas compte que l'Afrique quand même leur est venue en aide. Ils donnent l'impression que tous ces Africains qui sont là sont venus les recoloniser, occupent les marchés, enfin occupent les places, les emplois qu'ils auraient dû occuper et tout. C'est un peu, à mon avis, un raccourci. C'est un raccourci un peu tragique quand on voit les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Des actes d'une grande cruauté, selon les dires de Julius Malema. L'homme politique appelle ses concitoyens à cesser leurs attaques sur leurs frères africains. Une réunion ministérielle d'urgence pour contrer ces attaques a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. En juillet dernier, le Fonds monétaire international a approuvé la dernière tranche du prêt de sauvetage de 12 milliards de dollars de l'Égypte, marquant la fin d'un programme visant à sortir le pays d'une crise économique prolongée provoquée par des années de bouleversements politiques. Cependant, 3 ans plus tard, les effets de l'accord du FMI avec l'Égypte sont mitigés. Les conditions de vie de la majeure partie de la population se sont détériorées. Gladys Mamba. Succès en demi-teinte du plan d'austérité entrepris par l'Égypte depuis 2016. La dernière tranche du prêt de sauvetage de 12 milliards de dollars a été approuvée en juillet 2019 par le Fonds monétaire international. Si les indicateurs macroéconomiques, y compris la croissance du produit intérieur brut, se sont aujourd'hui améliorés, la santé financière et plus particulièrement le pouvoir d'achat des Égyptiens s'est considérablement amoindri. Tout est cher, les oignons, les tomates, les aubergines et même l'eau et le gaz. Tout est cher. Que devons-nous faire? L'électricité est chère, les gens deviennent fous. Mais c'est injuste. Pour le gouvernement, ce sont les prix normaux. Les dirigeants n'ont aucun état d'âme. Franchement, ils n'ont aucun état d'âme. En 3 ans de réformes pour améliorer l'économie nationale, la situation financière du citoyen égyptien moyen s'est détériorée, malgré une inflation ramenée à 9,4% contre plus de 30% en 2017 et un taux de chômage diminué d'environ 4% pour atteindre 8,1%. Beaucoup d'Égyptiens vivent dans la précarité. Je pense que la majeure partie des épreuves est passée pour le citoyen moyen, mais cela reste difficile et je pense que c'est là que nous avons besoin d'un engagement plus constructif afin de redonner de l'élan et de pouvoir espérer assez rapidement une croissance en termes d'emploi dans le secteur privé. Pour se redonner une santé, le gouvernement égyptien a accepté de suivre un régime drastique que les populations n'ont pas forcément supporté. Le taux d'Égyptiens vivant en dessous du seuil de pauvreté a augmenté, passant de 27,8% en 2015-2016 à 32,5% en 2017-2018. Selon les statistiques annoncées en juillet 2019, le seuil de pauvreté se situe désormais à 8 287 livres égyptiennes, soit $534 par an.
La musique pour promouvoir la paix et la réconciliation au Soudan du Sud. Les habitants de Yei ont pu baigner dans cet esprit lors d'un concert organisé conjointement par les Nations Unies et les autorités locales. Le pays qui a été fortement bouleversé lors de la guerre civile qui a éclaté en 2013. Iva Yako. Un concert à Yei, au Soudan du Sud, pour célébrer la paix et la réconciliation récente dans le pays. La mission des Nations Unies, en collaboration avec les autorités locales du pays, a permis l'organisation de cet événement, synonyme de joie pour les habitants. Maintenant que nous vivons en paix, je suis heureuse parce que mes enfants peuvent aller à l'école. Je peux maintenant aller à Juba, à Yei ou à Khartoum. Je suis très heureuse avec cette paix. Les résidents se sont rassemblés en grand nombre pour assister aux performances de divers artistes. Emmanuel Kembe, artiste populaire du Soudan du Sud, a interprété des chansons sur le patriotisme, la paix et la reconstruction du pays. La paix n'est pas quelque chose que nous chantons, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais c'est quelque chose pour laquelle nous travaillons tous les jours. Alors, le développement qui se produit actuellement à Yei donne vraiment l'impression que notre peuple est prêt à accueillir la paix. Un accord signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar a permis de réduire les affrontements et de faire cesser les 6 années de guerre civile du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.